Bonjour à tous, merci de nous retrouver nombreux pour cette IJJA. Merci à Corentin et au topo de Marion Burny sur l'arthro de poignet qui m'a beaucoup intéressée. On va passer sur l'épaule maintenant. Les trucs et astuces en épaule, on s'en soucie pas toujours quand on est interne. C'est le chef qui installe un peu, qui gère tous ces petits réglages. Et puis quand arrivent nos premiers arthros en solo, on se rend compte de tous ces petits trucs auxquels on n'a pas fait gaffe. Et on s'est dit que pour cela, on devait faire appel à 2 mastodontes en chirurgie arthroscopique d'épaule. Malheureusement, Monsieur Claver a été mobilisé pour la crise sanitaire. Il a quand même souhaité nous enregistrer un topo qu'on pourra regarder, mais il ne pourra pas être là pour les questions. On le remercie quand même d'avoir maintenu sa participation. On va d'abord commencer par celui qui a autant de style que de talent chirurgical. Tous les garçons du comité junior de la SFA rêvent de lui ressembler. C'est le président de la SOFEC, donc je parle bien sûr d'Arnaud Godnech qui va nous parler à travers 3 vidéos de ses tips and tricks en arthro d'épaule. Je vous laisse la parole. Merci Aurore, merci Marion, merci Alex, merci à tous les jeunes. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, première chose, je vais essayer de vous montrer des petits trucs. Je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais qui me semble faciliter ma vie, ma tâche dans la chirurgie arthroscopique au quotidien. Et je pense que la première chose, c'est l'exposition. L'arthroscopie, c'est pas une nouvelle chirurgie. C'est bien voir, c'est une façon de voir, de s'exposer. Et c'est comme la chirurgie à ciel ouvert, il faut comprendre ce qu'on fait. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la première chose, c'est l'exposition sur une coiffe. C'est une épaule droite, le scope est encore par voie postérieure et l'instrument est par voie antéro-externe. Et vous avez vu que je débride complètement l'espace sous-acromial. C'est ce qu'on avait publié dans Arthroscopie technique comme la Panorama View. Je vais voir jusqu'aux fibres du deltoïde. Je crée carrément une chambre latérale d'exposition. Là, je retourne mon scope. Je vais avoir donc l'acromion au plafond. Je vais désinsérer le ligament coraco-acromial, dessiner l'extrémité distale de l'acromion, le bec entre guillemets acromial, s'il y a l'anthésophyte. Et je vais faire un peu tomber tout ce rideau avec l'insertion du ligament coraco-acromial. Et ce qui fait qu'en ayant libéré tout le fascia latéral, comme vous pouvez le voir un petit peu à droite du deltoïde, en ayant enlevé toute la bourse de cet espace, et en désinsérant ce ligament coraco-acromial, on va vraiment créer une chambre de travail. Deuxième petit truc, moi je mets des canules. Alors je dis pas qu'il faut mettre des canules, mais je suis persuadé que ça m'aide beaucoup. Ça permet de maintenir une pression intra-articulaire et ça intervient beaucoup dans la diminution, voire la disparition du saignement. Hein. Vous avez toutes les vidéos que vous allez voir, c'est ce qu'on a dans la grande majorité des cas. J'utilise alternativement le Viper ou équivalent ou le Shaver. Et très sincèrement, associé à une tension artérielle basse, avec les canules, on a très rarement des saignements. C'est une épaule droite. Là, je fais l'acromioplastie. Alors, l'acromioplastie, moi, quand je prépare une coiffe, je la fais systématiquement. Le but est d'enlever, de réséquer un anthésophyte quand il y en a un. C'est de rendre, quoi qu'il en soit, un acromion plat. C'est-à-dire que j'adapte le geste de mon acromioplastie, la résection osseuse, à la forme de mon acromion, soit congénital, soit acquis. Et après, on vérifie toujours par 2 voies d'abord. Vous verrez, après, je me mets par voie latérale. Là, je suis encore donc par voie postérieure pour faire l'acromioplastie, mais le but, c'est d'avoir un acromion plat à la fin. Et quand on regarde un petit peu ce qu'avait décrit Hervé Tomaso, c'est le signe du drapeau tricolore. Le but est d'avoir un petit peu le jaune de la moelle osseuse, le blanc de l'insertion du deltoïde, du fascia, et puis le deltoïde rouge en dessous, et d'avoir donc un acromion plat. Voilà. Donc on adapte. Si l'acromion est complètement plat, on peut ne pas faire d'acromioplastie ou très peu, mais en pratique, c'est d'avoir un acromion plat. À partir de là, une fois que j'aurai fini l'acromioplastie, je vais mettre une autre canule par la voie externe, hein, qui est la voie du shaver et de la fraise, et je vais me retrouver, là c'est le cas, par voie latérale. Et je vais rester par voie latérale. Et vous voyez déjà que le débridement qu'on a fait, ce premier temps nous donne d'emblée une grande chambre de vision. On a déjà une vue assez satisfaisante. Et on va continuer et essayer de comprendre ce qu'il en est. Alors là, pour le coup, vous allez le comprendre au fur et à mesure, c'est une rupture antéro-supérieure avec une petite rupture plutôt antérieure du sus-épineux, puis il y a une désinsertion proximale du sous-scapulaire. Et je continue
à débrider. Alors, c'est intéressant, vous allez avoir après l'opinion de Philippe Claver, parce que je sais ce qu'il va dire, qui préserve à tout prix la synoviale. On en reparlera. La bourse, je ne crois absolument pas au côté au pouvoir cicatrisant de la bourse, et je fais des exérèses extensives de la bourse. Et quand on regarde ce qu'on peut faire dans notre centre, les publications et les contrôles de cicatrisation sont aussi bons, je ne dis pas qu'ils sont meilleurs, mais ils sont aussi bons que tout ce qui est publié dans la littérature. Donc je ne crois absolument pas au pouvoir cicatrisant de la bourse, si ce n'est à son rôle algogène, au saignement péropératoire. Donc j'ai aucun problème pour l'enlever. Vous voyez, je regarde en haut et je vois que j'ai un acromion plat, j'ai plus d'acromion entre guillemets agressif. Et donc là, on peut continuer un petit peu à nettoyer. Alors là, en l'occurrence, c'est pas nécessaire, c'est plus didactique. Mais vous avez vu qu'on voit déjà, quand on va en médial, quand on va se retourner un petit peu et regarder vers le bas, on va voir la distinction entre le supra et l'infra-épineux, ce qui n'est pas toujours nécessaire, mais c'est intéressant parce qu'au final, en latéral, on a un tendon commun qui est le tendon entre le supra et l'infra-épineux. Le fait de voir le distinguo, alors attendez, on va se retourner. Donc là, c'est la dernière voie. Oui, alors ça, c'est la dernière voie, c'était la voie antérieure. On va passer à la vidéo suivante, qui est un petit peu la suite. Vous voyez, là, on voit, c'est la suite de ce qu'on a vu précédemment. Là, on a donc la troisième voie qui est la voie antérieure. Donc, on a une voie latérale, on a une voie antérolatérale et on a une voie antérieure. L'antérieure est à droite. Et je vais aller exposer, vous allez voir toute les structures et l'espace antéro-externe, et pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau du sous-scapulaire. Là, je change mon scope passe en voie antéro-externe. Avec une pince tracteur, on va prendre par la voie latérale et tirer latéralement le sus-épineux. Et là, pour moi, c'est très important parce que où est la limite antérieure du sus-épineux? Où commence l'intervalle des rotateurs? Où commence le coraco-huméral? C'est pas évident. Et par la voie antérieure, on va ouvrir, comme on l'a fait sur la partie latérale, l'espace antérieur. On va aller voir le tendon conjoint, on va aller voir la coracoïde. Et là, regardez, on nettoie, j'utilise le schéma, vous voyez que ça saigne pas plus que ça. Alors il y a des zones, là il y a des zones où ça saigne systématiquement. Vous allez le voir. Et voilà, là on voit le bord antérieur. Si on a cet effet tracteur avec la pince sur la rupture du sus-épineux, on va voir le bord antérieur du sus-épineux. Justement, à ce bord antérieur, il y a toujours des saignements. Alors il y a un saignement, là vous en avez l'exemple caricatural, ça saigne toujours au même endroit. Il y a toujours le coraco-huméral est une lame porte-vaisseau, il y a toujours un petit saignement là, à la partie antérieure du sus-épineux. Il y a toujours un saignement sur l'artère ascendante qui est derrière le coraco, le lac qu'on a désinséré, et on va faire l'hémostase. Et on va continuer notre nettoyage et on va débrider toute cette structure antérieure pour faire un release antéro-interne complet. Là, je continue et vous avez vu, regardez, là, quand on laisse les structures latérales qui sont les structures, entre guillemets, du coma sign, et on va aller libérer tout le coraco-huméral. Vous allez mieux le comprendre dans les minutes qui viennent. Donc, le Viper est par voie antérieure. Au fond, on va deviner le tendon conjoint. Voilà, le tendon conjoint. Donc, ce qui veut dire que quand on le suit, on va avoir la coracoïde. Là, on va avoir donc le bord antérieur du sus-épineux. Et tout ce que je commence à couper, ce n'est pas du sus-épineux, c'est du coraco-huméral. Vous voyez, le bord antérieur du sus-épineux, ce qui veut dire que tout ce qui est antérieur, on peut le libérer, c'est du coraco-huméral. Et ces structures, on ne les voit bien que quand on va tirer latéralement sur le sus-épineux. Ça nous permet, vous voyez, on voit où est le bord antérieur du sus-épineux. Tout le reste, c'est de la capsule, c'est du coraco-huméral, c'est tout ce qu'on peut libérer. Là, ce n'est pas forcément le cas parce que ce n'est pas une rupture très rétractée, mais dans toutes ces ruptures antéro-supérieures, c'est un espèce de verrou qu'on va pouvoir libérer. Et on va continuer. Là, en dessous, vous voyez, il y a la capsule. On voit la distinction entre la capsule et le bord antérieur du sus-épineux. Et en dessous, on voit apparaître le sous-scapulaire. On voit apparaître le sous-scapulaire à gauche, en dessous. Là, on va continuer à libérer. Et quand on va libérer dans cet espace au niveau du Viper, on va arriver sur l'arche coracoïdienne. Voilà, puisque là, on a le tendon conjoint en dessous. Et on va pouvoir voir et continuer de libérer jusqu'à ce qu'on arrive sur l'os. Et on aura fait un release complet de ces structures antéro-supérieures, tout en conservant les structures du coma sign, le lien entre le bord antérieur du sus-épineux et le sous-scapulaire.
et on verra très très bien le bord antérieur du sus-épineux et le bord proximal du sous-scapulaire. Là, vous le voyez, il n'est pas rétracté, mais vous allez voir sur la vidéo d'après qu'il y a une désinsertion du sous-scapulaire. Voilà, là on continue. Alors tout ça, vous voyez qu'il n'y a pas de saignement ou peu de saignement si on prend soin d'utiliser, d'avoir une tension basse, si on prend soin de faire l'hémostase progressivement. Et là, vous voyez qu'on arrive sur l'arche coracoïdienne. Donc là, on a tout libéré. On a la coracoïde, on a le bord antérieur du sus-épineux, on a en dessous, vous allez voir, voilà, là, on a la jonction tendinomusculaire du sus-épineux, et on a une espèce de squelettisation de notre coiffe, mais on sait exactement qui est où, et à partir de là, on va pouvoir réinsérer le bord antérieur du sus-épineux à la partie antérieure du footprint de son insertion, le sous-scapulaire sur l'insertion proximale du trochon. Donc là, voilà, faut effectivement faire systématiquement les hémostases progressivement. Voilà, la libération complète du bord antérieur du sus-épineux. Et après, on va passer, je vais vous montrer un tout petit peu, juste voilà. Alors ça, c'est juste la réinsertion dans ce cas précis. Ensuite, de la façon de voir pour le sous-scapulaire. Vous voyez, j'ai conservé ces structures dites du comasane, je passe en dessous et je vois la désinsertion du sous-scapulaire. Ça, c'est le sous-scapulaire. Vous voyez le moignon du biceps qui était luxé et qui était détaché. Et là, je vais réinsérer par la voie antéro-externe le sous-scapulaire sur l'encre proximale, parce que ça, c'est un point de repère. Je sais que mon bord proximal du sous-scapulaire doit être réinséré au bord proximal du trochin. Là, je vais passer sous les structures du comasane et je vais aller prendre par l'intérieur, par la face profonde, le bord proximal du sous-scapulaire. Et sur une encre, pour réinsérer ce bord proximal du sous-scapulaire, je vais réaliser un point de Mason-Allen arthroscopique, c'est-à-dire que les deux brins bleus vont constituer un matresse suture et le brin tigré blanc et bleu sera plus médial et viendra prendre appui sur le matresse suture. Là, c'est pareil, c'est juste de vous montrer une façon de réinsérer ce bord proximal du sous-scapulaire par la voie out of the box décrite par Laurent Lafosse. Et là, vous voyez qu'il va falloir aller vraiment récupérer avec médialement la partie saine du bord proximal du sous-scapulaire. Là, on le voit, voilà. Là, on est dans le bord proximal sain du sous-scapulaire. On est au niveau de l'arche coracoïdienne. On vient récupérer le fil par la voie antérieure, ce qui permet, on voit l'arche coracoïdienne, et ce qui va permettre de prendre appui sur les structures du comasane. Alors, on peut bien sûr pas donner tout et tout ce qu'on fait en arthroscopie. Là, c'est un exemple, c'est un type de rupture, c'est une façon de réinsérer. Mais le plus important, c'est vraiment la voie d'abord. La chirurgie arthroscopique, il faut voir ce qu'on fait, il faut s'exposer, il faut comprendre, et on aura l'occasion d'en discuter. Et il y a sûrement des techniques différentes, parce que vous allez voir que Philippe n'utilise pas du tout les mêmes principes, qui ne cherche pas à enlever la bourse, à exposer autant que moi je peux le faire. C'est une façon de faire. Après, on pourra discuter un petit peu de tout ça. Aurore ou Marion, je vous laisse probablement la parole. Arnaud, pour cette intervention très instructive. Donc, on va maintenant passer à la vidéo de Philippe Claver, qui effectivement a une vision très différente des choses et qui ne peut malheureusement pas être avec nous. Et puis, on posera toutes les questions à la fin de ce topo. Bonjour. Comment je fais une réparation de la coiffe des rotateurs, mes trucs et astuces? Alors, d'abord, ce qui est important, c'est l'installation. Pour bien opérer, je pense qu'il faut être bien installé. Personnellement, j'utilise la position semi-assise, le beach chair. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est positionné de façon totalement identique à toutes les autres interventions de l'épaule, donc on a nos repères parfaitement. Ça donne également une liberté complète du membre supérieur, et pour cela j'utilise un bras mécanique, donc, comme vous voyez sur la démonstration, parce que je vais pouvoir positionner exactement le membre comme je le souhaite, avec ou sans décoaptation, pour pouvoir voir au mieux et avoir mes instruments qui sont les mieux positionnés par rapport à la rupture. On peut aussi être amené, sur des ruptures un petit peu plus larges, à modifier cette position pour justement amener la coiffe vers l'instrumentation et pas l'inverse. En plus, cette position permet d'avoir une certaine ergonomie. Si jamais il faut convertir, ce que je n'ai plus fait depuis des années et des années, mais on ne sait jamais, on n'a pas de problème d'inversion
des gestes, comme si on doit travailler en arrière, hein. Ça permet également un examen sous anesthésie et mobilisé en opératoire. En plus, le fait d'être dans cette position, on n'a pas le problème des bulles puisqu'elles sont vers le haut, les bulles d'air. On peut accéder facilement à toutes les voies antérieures, des voies antéro-inférieures si vraiment il faut aller relativement bas. On peut décoapter l'espace sous-acromial, en plus de la décoaptation naturelle si on n'a pas de bras articulés. Et tous ces arguments sont des arguments en faveur de la position semi-assise par rapport au décubitus latéral. Alors, d'un point de vue de la technique de réparation, 4 étapes. S'exposer, alors maintenant, mais c'est surtout avec l'augmentation de l'agilité, de la compréhension, etc., je désynovialise le moins possible. Premièrement, ça saigne moins. Et deuxièmement, il y a quand même beaucoup d'arguments dans la littérature pour montrer qu'une grande partie de la vascularisation de la coiffe, et donc techniquement de sa cicatrisation, vient via la membrane synoviale. Et comme tout autre tendon, il est nourri par cette membrane synoviale. Donc, je désynovialise le moins possible. Alors au début, il y a des fois où on est un petit peu perdu parce qu'on perd ses instruments et autres. Donc au début, il faut désynovialiser plus. Deuxième temps, c'est comprendre la rupture. On répare bien que ce que l'on a bien compris. Donc il faut bien voir, bien comprendre. Troisième temps, c'est la libération. On fera un petit focus sur le nerf suprascapulaire. Et enfin, réduire et fixer. Alors, pour s'exposer, des voies d'abord. Il ne faut pas hésiter à multiplier les voies d'abord. Pour pouvoir bien les positionner et être confortable pour avoir l'axe pour les instruments, il faut les repérer. Donc j'utilise systématiquement un pré-repérage avec une aiguille. L'aiguille doit tomber exactement là où je le veux. Sinon, on fait un autre essai et on adaptera la voie. Donc dire qu'on fait une voie latérale, oui d'accord, mais la latérale, elle peut être plus ou moins en avant ou plus ou moins en arrière de l'angle antérolatéral de l'acromion, par exemple. Et je n'ai aucune règle en disant ça doit être à 1 cm, 2 cm, 2 cm et demi. C'est là où ça doit tomber le mieux. J'utilise également ça pour avoir des voies de garage. Et je n'hésite pas à multiplier les voies pour bien voir, parce qu'on répare bien que ce que l'on voit bien. Deuxième temps, c'est comprendre. Comprendre, c'est important, parce que vous voyez, au début, il faut nettoyer un petit peu plus la bourse, désynovialiser, je vous l'ai dit, encore le moins possible, vous voyez, mais ça permet de voir le tendon. Il faut voir correctement le tendon pour pouvoir l'analyser et comprendre. Parce que les types de ruptures, il n'y a pas une rupture, il y a des ruptures. On va avoir des ruptures en U, en V, en L inversé, etc. On verra de tout dans la littérature. Et ce qui est important, c'est après, une fois qu'on a vu la rupture, de prendre une pince pour comprendre ce qui se passe. Savoir est-ce que l'on doit réduire la coiffe parce qu'elle est en postérieure et latérale, ou est-ce qu'il faut d'abord simplifier la rupture pour pouvoir la réparer ou pas. Dans la compréhension, il y a également l'analyse exacte des feuillets. Vous savez qu'une rupture peut avoir un feuillet superficiel et un feuillet profond. C'est du fait de l'orientation des fibres de collagène qui est différente entre la face superficielle et la face profonde du supraépineux. Donc comprendre les feuillets, c'est capital, parce que si l'on se contente de rester dans la bourse sous-acromiale, au-dessus, et qu'on ne répare qu'un seul des deux feuillets, l'évolution ne sera pas bonne, le patient conservera des douleurs, parce qu'il aura une réparation finalement que partielle. Troisièmement, réduire, et il ne faut surtout pas hésiter à faire des side-to-side pour réduire la fracture. Donc la side-to-side, c'est quoi? On l'a vu avant, par exemple sur une rupture assez large en V, c'est qu'on va rapprocher deux bouts. Donc il faut un tout petit peu de gestuelle, on se met en latéral, une voie antérieure, une voie postérieure, et on va passer un fil. Vous allez voir dans cet exemple avec deux side-to-side, et je n'hésite vraiment pas à en faire autant qu'il le faut. Si c'est 2, c'est 2, si c'est 3, c'est 3, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est on ne répare bien que ce qu'on a bien compris et positionné. Donc on a passé les deux fils, on les recherche par une seule voie,
et on va nouer après avec un nœud standard. Donc, vous voyez cette fracture qui paraît large, supra plus infraépineux, qui est en fait en V, on va la réduire une première fois. Alors, il faut être un petit peu habitué à faire ce genre de gymnastique pour réduire pas trop brutalement, ne pas retrouver avec des oreilles de lapin, etc. Mais voici le deuxième, et vous voyez que d'une rupture large, supra plus infra, on se retrouve à être obligé de gérer, ou à devoir gérer avec ces 3 nœuds, une rupture non rétractée, stade 1, du supraépineux. La vie va être quand même beaucoup plus facile que dans le premier exemple. Et le fait d'avoir des brins transversaux rend également la construction, si on passe derrière, beaucoup plus solide. Voici pour illustrer. Le temps de libération, il faut faire une arthrolyse périglénoïdienne, parce que ça permet de libérer la coiffe et d'avoir une rétraction sans tension ou avec peu de tension. C'est un temps qui est important. Donc il faut libérer au-dessus, c'est la désinuvalisation, plus les brides, mais également en dessous, en faisant vraiment cette capsulotomie périglénoïdienne. Et au fur et à mesure qu'on l'a fait, il ne faut pas hésiter à de nouveau tester la coiffe, voir sa réductibilité, voir le sens et la direction de cette réduction. Attention quand même au nerf, puisqu'on sait qu'il va passer environ à 1 cm quand on est au niveau de l'épine de la scapula, à 1 cm du bord de la glène. Donc vigilance derrière. Et voici pour illustration ces très belles images de Fabrique du Parc. Troisième temps, c'est fixer. Alors pour fixer, la première chose, c'est de débrider le tubercule majeur. Attention, quand on parle de débrider, c'est simplement nettoyer. On a montré qu'il n'est pas nécessaire de faire de rails trop profonds, il faut simplement rafraîchir. Pourquoi? Parce que si on rentre trop profondément, on peut avoir une ostéopénie de tubercule majeur et se retrouver dans une situation assez catastrophique avec une encre qui ne tient pas et qui s'arrache. Donc il faut simplement rafraîchir et ne pas creuser trop profond, ne pas dépasser l'os sous-cortical si vous voulez. Il va falloir multiplier les points de fixation et donc multiplier les encres autant que de besoin. Alors le cahier des charges de cette RCR, c'est de maintenir une fixation primaire élevée, limiter les intervalles libres, parce qu'on a du passage liquidien, et il faut faire en sorte que les caractéristiques mécaniques primaires soient maintenues jusqu'au moins 12 semaines, date de la cicatrisation finale. Les points faibles, faire toujours attention à l'âge du patient, à la qualité osseuse, le tabac pour la cicatrisation, et après peut se discuter le mode d'immobilisation ou de mobilisation passive péropératoire. Le tendon peut être un point faible, c'est-à-dire il va bien falloir évaluer ses caractéristiques lors du passage des fils. Donc les encres, il faut savoir aussi qu'il va falloir les insérer avec environ 45 degrés d'inclinaison, parce que par rapport au fil, c'est là où on va avoir la tenue mécanique de l'encre dans l'os la meilleure. Pour ce que je vais vous présenter, la technique en un seul rang par le haut bannage, il faut être le plus latéral possible pour avoir une surface de contact la plus grande, c'est-à-dire mettre une encre au ras de l'os pour faire des points simples, au ras du cartilage, ne permet pas d'avoir une surface os-tendon suffisante. Donc il faut être latéral. Toujours tester la tenue de l'encre, bien entendu, comme dans cet exemple malheureux. Donc voici une technique de réparation par auban de cette rupture du supraépineux. Donc le premier temps, c'est d'analyser bien les deux feuillets, voir où sont les deux feuillets. Je rafraîchis que très peu
les berges du supraépineux, du tendon, l'idée n'étant pas d'aller jusqu'en zone saine, parce que sinon on a des ruptures qui peuvent se retrouver totalement irréparables. Par contre, il faut bien comprendre où est située la délamination. Je mets une encre très latérale, je vais en mettre 2 fils en avant dans une voie de garage, et puis vous voyez, j'utilise le suture passeur, le hook de chez Conmed, avec un fil en PDS relais pour pouvoir faire donc ce haut-banc. On a essayé, testé la coiffe. Je réduis d'abord ce qui est devant, puis après je ramènerai ce qui est derrière. Une fois les fils passés, on le récupère. Et puis vous voyez, par le coulissage, on réduit la fracture. On n'a qu'un seul point d'appui, mais par ce U qui vient en haut-banc, on va avoir une zone d'application sur le tubercule majeur qui est important. On passe le deuxième, voire le troisième fil selon la même séquence. On n'est pas obligé de passer tous les fils dès le début. C'est aussi un avantage de cette technique. Le premier permet de réduire, les autres de fixer. Et par un système de relais, on va pouvoir réparer la coiffe. Et donc cette rupture qui touchait tout le supraépineux et la partie haute de l'infraépineux et peut être réparée sans difficulté. Vous voyez une fixation correcte sur toute la surface du supraépineux grâce à ces 2 points qui sont en fait 4 fils qui appliquent le tendon sur le tubercule majeur. Alors pourquoi je fais cette technique et je la privilégie aussi fréquemment, je l'utilise aussi fréquemment que possible, parce qu'en fait c'est quand même montré dans la littérature que il n'y a pas d'avantage pour les petites ruptures d'un double rang par rapport à un simple rang. L'avantage du double rang, c'est pour les ruptures larges ou celles qui sont rétractées. Et c'est un avantage qui est sur la cicatrisation et éventuellement sur la rotation externe, mais il n'y a pas de différence entre double rang et simple rang sur la fonction, sur certains scores, UCLA ISS, et sur la satisfaction des patients ou leur durée d'arrêt de travail. Donc pour moi, dans ma pratique quotidienne et pour l'enseignement, je pense, et quand on débute, quand on va mettre beaucoup de temps pour faire cette réparation, parce qu'il va falloir prendre du temps pour vraiment nettoyer et comprendre, c'est que le simple rang, on n'a pas permet d'obtenir une bonne qualité biomécanique à T0, sachant que cette qualité n'est pas forcément un facteur prédictif du résultat clinique meilleur, que le double rang implique plus d'encre, on peut discuter de l'aspect économique ou pas, une chirurgie qui est plus longue quoi qu'il arrive, plus difficile avec une learning curve qui est allongée. Et je rappelle qu'il n'y a pas de différence sur la force, la fonction et la satisfaction. Mais bien entendu, parfois, il faut faire un double rang. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous ai montré la technique que j'applique presque systématiquement, le haut banc et pas des points simples. Pourquoi pas des points simples? Et c'est l'utilisation de points simples qui peut justifier un double rang. Vous voyez une réparation avec 2 points simples, d'une rupture pas étendue du supraépineux. Et bien vous voyez, quand on fait de la mobilisation passive, on a cette mobilité la partie la plus latérale de la réparation. Si c'est mobile, ça ne cicatrisera pas. Alors quand je dois faire un double rang, j'utilise la technique du suture bridge, où on met une encre médiale, où on va passer les fils pour faire l'équivalent de points simples. Alors il y a différents sutures passeurs. J'utilise celui-là ou bien les clever hook qu'on va voir. L'avantage des clever, c'est qu'on peut passer par devant ou par derrière. On va faire un point simple médial, encre médiale, les fils passés le plus latéralement possible pour avoir au moins un bon centimètre de tendon. Et une fois qu'on a passé les fils, on en prend un de l'encre antérieure, un du point antérieur, un du point postérieur, d'une part sur une encre latérale, et on répète la même chose pour avoir l'ensemble qui se croise et un montage en X, qui permet, vous voyez, quand on
serre les fils, il ne faut pas les surtendre, mais de terminer, de réduire et d'appliquer la coiffe sur le tubercule majeur. Donc, encore une fois, pour conclure, je préfère utiliser un simple rang avec des haubans, parce que ça donne des résultats morphologiques en termes de cicatrisation comparables à celles des doubles rangs. C'est beaucoup plus rapide, on a moins de problèmes de matériel. Bien entendu, il y a des cas où un double rang est nécessaire, essentiellement pour des ruptures très larges, très rétractées. Mais si c'est large et souple, je privilégierai quand même les haubans. Je vous remercie. Très beau topo. Il y a tellement de choses à dire sur les réparations de coiffe et plus généralement l'arthroscopie qu'il faudrait des heures pour pouvoir parler de tout. Et nos orateurs n'avaient pas une tâche très facile de faire quelque chose en un temps très court comme ça. Donc c'est un beau topo. Je vais laisser la parole à Alexandre Lederman pour une question ou des commentaires. Bonjour à tous, bonjour Arnaud, bien joué, magnifique présentation. J'ai une question pratique. On a affaire à des jeunes qui n'ont pas une énorme expérience, en tout cas ton expérience dans l'arthroscopie d'épaule. Le tendon sous-scapulaire étant un tendon intra-articulaire, est-ce qu'il n'est pas au début préférable de l'appréhender par une voie intra-articulaire plutôt que de passer devant, comme toi, avec des points de repère qui sont, en tout cas au début, pas forcément faciles? Alors, les deux sont possibles. Moi, il m'arrive de réparer des lésions proximales par voie endo-articulaire. Le but de ce topo, c'était surtout, je pense, que l'important, c'est de savoir s'exposer en avant, dans l'espace sous-acromial. Et à partir de là, tout devient facile. Quand ça saigne pas, que vous voyez les limites de vos tendons, c'est ce que je dis à tout le monde et je le pense très sincèrement. Mettre une encre, passer des fils avec les instruments qu'on a aujourd'hui, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de s'exposer. Donc, je pense qu'il faut apprendre à s'exposer. Et c'est pas plus difficile de s'exposer dans la voie extra-articulaire que la voie endo-articulaire. C'est safe, hein, on reste en dehors de la coracoïde. Faut juste prendre le temps et apprendre 2-3 petits trucs pour comprendre, créer cet espace de travail et voir ce qu'on fait. Voilà. Mais ça, c'est un avis très personnel. Mais je pense qu'il est plus important de savoir s'exposer sur une coiffe que de savoir s'il faut mettre une angle, deux angles, des haubans, des suture bridge, des doubles rangs ou des simples rangs. Ok. J'ai travaillé chez vous. Je me rappelle que vous aviez la chance d'avoir des anesthésistes extraordinaires qui maintenaient les tensions artérielles clairement en dessous de 100, aux alentours de 80 généralement. On a une question qui nous dit: qu'est-ce que vous entendez par tension trop haute? Moi, si j'ai 100, je suis content. Je pense que vous avez 80. Le type de dissection que tu as fait, s'il y a une pression systolique à 120, ça ne sert à rien. On n'y voit rien, ça saigne. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, Alex. Je suis d'accord que nous, on a souvent et on a la chance d'avoir des tensions entre 80 et 100. Mais elle est quand même régulièrement entre 100 et 120. Moi, je pense que ça devient un problème quand elle est à 130, 140, 150. Ce qui compte, des trucs tout bêtes. On opère des épaules souples. Et je pense que quand on opère une épaule souple, elle n'est pas inflammatoire, elle saigne moins. Première chose. Après, c'est de savoir où ça va saigner, de faire des hémostases anticipées, de jamais laisser le saignement s'installer. C'est utiliser l'hyperpression si nécessaire. Alors moi, j'utilise des canules. Je suis persuadé que ça a un rôle très important dans l'absence de saignement et la création de la chambre de travail. C'est mon avis. Il y a des gens qui font sans très bien, peut-être probablement mieux, mais c'est une façon de faire. Pour moi, ça m'aide. Après, je pense qu'il faut voir des gens qui font, essayer, et puis trouver sa technique et s'y attacher. Et comme je le répète, la chirurgie, c'est un problème d'exposition. Si tu donnes un enfant de 6 ans un os sec, il arrivera à mettre une prothèse. Si tu lui demandes de s'exposer, il y arrivera probablement moins. Donc, c'est une chirurgie d'exposition et l'arthroscopie, c'est une chirurgie comme une autre. Je le dis toujours, c'est difficile. Je ne comprends pas les gens qui restent par la voie postérieure pour aller réparer un sus-épineux. Ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un à ciel ouvert de se mettre à la place de son anesthésiste et d'être à cheval sur son patient. Voilà, c'est des petits trucs, mais je pense qu'il faut voir ce qu'on fait. Et à partir de là, ça simplifie la chirurgie. Je pense qu'une des grandes questions qui revient et qui nous a beaucoup surpris tous, c'est pourquoi ça saigne pas sur vos vidéos? Et justement, dans le chat, il y a plusieurs petites questions qui recoupent ces questions-là. C'est est-ce que vous utilisez un diamètre de fraise particulier ou de shaver particulier? On a parlé de la tension tout à l'heure, mais surtout, pourquoi les globules rouges n'apparaissent pas tant que ça sur vos vidéos?
Est-ce que c'est l'expérience? C'est quoi vos Alors, tips? je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est des petits trucs. Effectivement, la chirurgie, c'est une somme de petits trucs. Marion, qui a travaillé avec nous, elle l'a vu. C'est ce qu'on disait. C'est les canules, c'est l'anesthésie. Mais tu as raison, j'utilise des shavers de petite taille. J'utilise des shavers de 4-5. Et je pense que le volume d'aspiration du shaver de 4-5 est moindre que celui de 5 ou de 6 et qu'à partir de là, il y a moins d'aspiration qui peut créer un saignement. Donc, c'est une somme de petits trucs qui fait que ça ne saigne pas. Et très sincèrement, il nous arrive bien sûr d'avoir des saignements, mais c'est très souvent comme vous l'avez vu. Ce n'est pas un montage d'une vidéo exceptionnelle. Donc, ça veut dire que c'est possible. Ok. Et alors, c'est une question d'exposition, mais il y a aussi un peu une question d'ergonomie, parce que pour vous avoir vu opérer, il y a l'installation qui est assez particulière. Je crois que vous mettez la table très basse pour justement pas avoir les épaules surélevées pour être à l'aise. Les patients sont très assis. Est-ce que vous faites pareil sur les épaules droites et les épaules gauches? Alors, tu as raison et tu le sais, il y a 2-3 petits trucs qui changent. On est tous latéralisés, plus ou moins, et je pense que quand tu es droitier, tu as plus envie de travailler avec ta main droite. Donc, je change 2-3 petits trucs quand je passe d'une épaule droite à une épaule gauche. Tout ce que je fais d'une main droite à droite, j'essaye de pouvoir utiliser aussi ma main droite quand je passe sur une épaule gauche. Donc souvent, au lieu de faire tout dans la voie externe, je passe dans la voie antéro-externe, ce qui me laisse l'utilisation de mes 2 mains. Alors par contre, c'est vrai, comme tu l'as vu, quand je fais une ténodèse du sous-scapulaire avec un lasso appuyé, là, je suis obligé de la faire main gauche à gauche. Et ça, au début, c'est un peu plus difficile pour ton cerveau. Quand on est très latéralisé, être amené à faire des gestes un peu plus fins main gauche, c'est toujours un peu compliqué. Mais ça s'apprend avec le temps. Et c'est là où il faut aller dans les labos, tu ressec, et puis c'est un apprentissage. Hein. La chirurgie, il y a une learning curve pour tout le monde. Hein. Faut bien comprendre dire aux jeunes que ce que vous avez vu là, au début, on en a bavé. Moi, j'en ai bavé. Il m'est arrivé de sortir de labo d'anat complètement déprimé en me disant on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. Il y a une époque où je me suis dit, je crois que c'est la seule chirurgie, la coiffe, où je me suis dit, quand j'étais interne, j'y arriverai jamais. Donc voilà, faut pas démoraliser. Tout s'apprend. Je me souviens de ressortir d'un labo d'anat à Tours avec 2 copains et on s'est dit, voilà, s'il y a bien un truc qu'on n'arrivera jamais à faire, c'est ça. Bon, tu vois, tout s'apprend. Je crois qu'il nous reste un petit peu de temps pour une question. Je reviens sur les lésions du sous-scap. Là, on avait une lésion du supraépineux, donc on voyait bien le sous-scap par voie latérale. Quand il y a un sous-scap isolé, vous le faites du coup par voie intra-articulaire et vous allez bien libérer en avant quand même pour pas que les fils s'en mêlent, etc. Comment vous faites pour simplifier les choses? Alors, si tu décides de la faire par voie endo-articulaire, ce qui est tout à fait possible, tu ouvres ton intervalle au-dessus du bord du sous-scapulaire et là, avec un scope même à 30, hein, tu peux plonger et créer cet espace antérieur et tu vois, alors tu vois pas aussi loin que par voie antéro-externe, mais on voit très bien, tu peux disséquer, tu peux créer l'espace avec le tendon conjoint. Et alors là, un petit truc, c'est là où il faut faire attention. Je pense qu'Alex le confirmera. Quand on est par voie endo-articulaire, on est très vite en dedans de la coracoïde et du tendon conjoint. Beaucoup plus vite que quand on travaille par voie endo-articulaire. Là, il faut faire attention. Moi, il m'est arrivé de me retrouver face à face avec le nerf axillaire alors que je ne pensais pas du tout l'être. Donc, il faut faire attention. Après, même si c'est un sous-scap isolé, tu peux le réparer par voie exo-articulaire. Il faut ouvrir le long de la gouttière. Et là, à ce moment-là, alors, les purs anatomistes, quand on voit les travaux de Laurent de Josserand, ça veut dire qu'on coupe ce qu'on appelle le ligament transverse, qui est en pratique probablement aussi des fibres du sous-scapulaire, mais on va les réinsérer. Et par la gouttière, on va pouvoir avoir accès à la partie même s'il n'y a pas de rupture du sus-épineux, à la face profonde du sous-scapulaire. C'est aussi une façon de faire. Les deux sont possibles. Ok, merci Arnaud. Alors merci à tous les deux d'avoir partagé avec nous vos petits trucs et astuces pour rendre plus facile cette intervention qui ne l'est pas, surtout en début d'expérience pour les internes et les jeunes chefs. Comme souvent, on voit qu'il y a autant de façons d'opérer que de chirurgiens, quand on voit vos 2 topos qui sont bien différents. Mais je crois que ce qui est important au final, c'est de garder un peu les techniques et les tips de chacun et d'aller voir ailleurs ce qui se passe aussi pour garder ce qui nous semble bon à prendre et puis finalement de faire ce qui fonctionne entre nos mains. Je vais maintenant laisser la parole à Thomas Bauer et Thaïs Dutraviera qui vont nous parler de la méthodologie de la publication pour conclure cette matinée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon courage pour la suite.